J'ai une question pour vous. Si vous en aviez l'opportunité, voudriez-vous vivre pour toujours, quel qu'en soit le prix? C'est ce que le public a été invité à se demander dans les salles sombres au début des années 90. À première vue, La mort vous va si bien est une comédie noire sans grande prétention. Un récit sur une rivalité entre deux femmes, le tout dans une esthétique gothique à la famille Adams sortie un an auparavant. Et un humour à la limite du grotesque. Pourtant, si on prend le temps de s'y intéresser vraiment, La mort vous va si bien est bien plus que ça. C'est un précurseur des effets spéciaux. Une avancée majeure dans la manière de tourner des films. Et des performances de haut vol d'acteurs devenus aujourd'hui des symboles. Mais ce film, c'est surtout une satire violente d'un Hollywood cannibale, prêt à dévorer ses propres stars pour préserver l'illusion de la jeunesse éternelle. Aujourd'hui, on revient sur un film qui a certes pris quelques rides, mais qui semble avoir compris avant tout le monde les enjeux de la jeunesse et de la beauté éternelle. Matt? Hell! Maintenant, mon vieux, t'es dans la merde! Tu as vu, j'ai un trou dans l'estomac! Ah ouais, tu dégoulis. Début des années 90, Robert Zemeckis, réalisateur américain, a déjà fait ses preuves à Hollywood avec plusieurs cartons à son actif. En 1985, il réalise le premier film d'une franchise devenue aujourd'hui un monument de la pop culture, Retour vers le futur. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Les pieds seraient le point sensible des hommes du futur? C'est peut-être dû à un accroissement de la pesanteur. Retour vers le futur. Mais il collabore aussi avec le studio aux longues oreilles un an plus tôt pour réaliser un des films Disney les plus loufoques à ce jour, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Film grâce auquel il remporte d'ailleurs 3 Oscars. Coupez, 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 coupez! Nom de Dieu, qu'est-ce qui va pas avec cette prise? Ce n'est pas toi, bébé Herman. Tu étais super, tu étais parfait, tu étais mieux que parfait. C'est Roger qui nous fait n'importe quoi. Le jeune protégé de Spielberg arrive petit à petit à se faire un nom aux côtés des plus illustres réalisateurs américains de l'époque. Mais toujours avec un genre bien défini, la comédie. Et il le reconnaît d'ailleurs auprès de la presse. Même s'il aimerait faire tous les genres, il est trop agité pour pouvoir faire quelque chose qui ne soit pas loufoque. En 1991, Universal Pictures lit un scénario proposé par Martha Donovan et David Koop. Une sorte de conte de fées sur la vanité et le besoin de rester jeune éternellement. Les dirigeants de chez Universal apprécient l'histoire et décident de confier le projet à Zemeckis. Originellement prévu pour être un épisode des Contes de la Crypte, dont le réalisateur a déjà travaillé sur quelques épisodes, le scénario est finalement retravaillé pour devenir un film à part entière. Pour les plus curieux d'entre vous, le script original ainsi que la version retravaillée sont d'ailleurs tous les deux disponibles en ligne. Et là, Zemeckis, qui adore la comédie avec un soupçon de glauque, il prend son pied, parce qu'au-delà d'être loufoque, le scénario est un pari véritablement risqué, car il dénonce bien plus qu'il n'y paraît. Hollywood dans les années 90, c'est une industrie obsédée par l'image. Une machine qui impose des standards de beauté toujours plus cruels et difficiles, particulièrement envers les femmes. Le jeunisme explose, la chirurgie esthétique se démocratise. Et c'est précisément sur cette angoisse que repose le scénario du film. En 1978, Madeline Ashton est une actrice narcissique et vaniteuse de Broadway sur le déclin. Après une représentation, elle invite en coulisses son amie de longue date, la plutôt effacée Hélène Sharp, ainsi que son mari, le célèbre chirurgien Ernest Menville. Ernest décide de rompre ses fiançailles avec Hélène et de se marier avec l'actrice. La pauvre Hélène sombre alors dans la dépression, ruinée et obèse, et jure de se venger de son amie. Il faut complètement l'éliminer de votre... Il faut complètement éliminer ma... Vous avez raison. Quoi? Vous avez absolument raison. 7 ans plus tard, on découvre que Madeleine et Ernest, même si menant une vie riche et faste, sont extrêmement malheureux. Lui est devenu thanatopracteur après avoir perdu son emploi à cause de l'alcoolisme, et elle trompe son mari pour essayer d'oublier que sa carrière et sa beauté sont en déclin. Dès cet instant, les scénaristes plongent le spectateur dans les travers sordides d'Hollywood. La peur d'une jeunesse qui file à toute allure et qui met un frein à une carrière. La désillusion d'un mariage qui a privilégié l'intérêt à l'amour, mais surtout la rivalité et la trahison. Et forcément, avec des personnages aussi toxiques, les dialogues deviennent délicieusement cruels. Le couple est alors invité à la soirée de lancement du nouveau livre de Hélène, devenue autrice à succès. C'est alors une Hélène transformée qui, à 50 ans, semble plus belle et plus jeune que jamais qu'ils vont rencontrer. Je ne peux pas croire qu'elle soit encore comme ça. Quel âge a-t-elle? 50. 50! C'est pas vrai, vous plaisantez? Oh, je me demande quel est son secret. L'apparence de la jeune femme rappelle d'ailleurs un autre personnage de Zemeckis, Jessica Rabbit.
Et vous allez voir, ce n'est pas la seule référence aux précédents travaux du producteur. L'ancien chirurgien de renom, démoli par une femme castratrice, retombe instantanément sous le charme de son ancienne fiancée. D'ailleurs, bien décidé à le récupérer pour assouvir sa vengeance, même s'il faut pour ça tuer son ami. Et c'est à ce moment qu'on reconnaît le goût du réalisateur pour l'alliance de la comédie au fantastique, puisque le film bascule dans le surnaturel. Dépitée par la jeunesse d'Hélène, Madeleine rencontre Liesel van Ruman, une sorcière des temps modernes qui lui offre l'élixir de jouvence, pouvant lui apporter la vie et la beauté éternelle. Mais cette beauté a un prix. Maintenant, un avertissement. Maintenant, un avertissement? Pour ne pas attirer les soupçons, elle doit se retirer de la scène médiatique au bout de 10 ans, et surtout prendre grand soin de son corps. Le plus ironique dans La mort vous va si bien, c'est qu'Hollywood a financé un film qui dénonçait exactement ce qu'il était devenu. Et pour porter à l'écran ce projet ambitieux, Zemeckis s'entoure d'une équipe d'interprètes aussi talentueuse qu'étonnante. Car le génie du casting, c'est qu'aucun acteur n'a été choisi au hasard. Les studios vont d'abord penser à Kevin Kline pour interpréter le rôle du docteur Ernest Menville. L'acteur est à ce moment à l'apogée de sa carrière, puisqu'il a interprété quelques années auparavant Nathan dans Le choix de Sophie, aux côtés de Meryl Streep, une autre actrice également approchée pour le film. Mais un différend salarial avec le studio amènera l'acteur à quitter le projet. Toute une série d'acteurs sont d'abord envisagés avant que le choix ne se porte sur un acteur très en vogue à l'époque, Bruce Willis. Et ce choix est d'autant plus intéressant que le rôle du mari bedonnant et alcoolique contraste directement avec les anciens rôles de Willis. À ce moment, le public connaît le jeune homme pour son rôle de héros dans la saga d'action Die Hard. Meryl Streep, qui jouait à l'époque d'une notoriété indéniable suite à son film Kramer contre Kramer, accepte également un rôle. Mais pas forcément à celui auquel elle s'attendait. L'actrice avouera plus tard qu'elle avait accepté le projet car celui-ci était totalement différent de tout ce qu'elle avait pu faire auparavant, sauf qu'elle pensait interpréter Helen Sharp. Elle est alors surprise quand on lui donne le script de Madeleine, la star de Broadway, ne s'attendant pas du tout à devoir danser et chanter à l'origine. D'ailleurs, à la sortie du film, les rumeurs circulent comme quoi son tour musical est doublé par une chanteuse professionnelle. Ce n'est que bien des années plus tard, grâce à son rôle dans le film Mamma Mia, que le public confirmera son talent pour le chant. Le troisième et dernier rôle principal est confié à l'actrice Goldie Hawn, connue pour de nombreuses comédies et dont le succès à Hollywood n'est plus approuvé. Pendant des années, des rumeurs de mésentente entre le duo Streep-Hawn ont persisté dans la communauté de fans. Accusations confirmées sur le ton de l'humour par Meryl plus tard. L'une étant strictement professionnelle et toujours à l'heure sur les plateaux de tournage, tandis que l'autre était plus cool et désinvolte. Mais malgré ça, une chose est sûre, le duo fonctionne à l'écran. Une rivalité presque fraternelle anime le duo, l'une complétant le jeu d'acteur de l'autre sans l'assombrir. Anecdote, les deux actrices avaient d'ailleurs été approchées pour jouer à un autre duo iconique, Thelma et Louise. Lors d'une interview pendant la promotion de La mort vous va si bien, Meryl Streep déclara avoir demandé au producteur d'attendre car elle était enceinte, mais qu'il n'avait pas voulu. Elle ajoutera avec son humour légendaire, mais c'était sans doute parce que nous étions trop chers. Le dernier rôle marquant du film, la sorcière Liesel van Ruman, est attribué à Isabella Rossellini, une actrice et mannequin italo-américaine. Si elle connaît une carrière moins retentissante que ses collègues, elle est surtout connue pour avoir brièvement partagé la vie du célèbre cinéaste américain Martin Scorsese. Les fans d'horreur ont pu d'ailleurs la retrouver très récemment dans un autre rôle haut en couleur de la nouvelle série de Ryan Murphy, The Beauty. À ce moment, on se rend compte du génie employé dans le choix du casting. Un acteur considéré comme l'un des sex symboles d'Hollywood qui casse son image de héros viril en interprétant un homme qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Une actrice déjà considérée comme une légende qui interprète une femme terrifiée par l'âge et la chute de sa carrière, ainsi qu'une icône de glamour qui devient une caricature d'elle-même. Le tournage débute alors à Los Angeles en décembre 1991 et dure presque 5 mois. Et si le film paraît sans prétention, avec des effets qui peuvent sembler un peu désuets maintenant, il représente pourtant une avancée technologique sans précédent. Non, c'est pas vraiment une science exacte. Ernest? Ce n'est pas une science exacte. Ernest? Ernest? Tu m'as poussé dans l'escalier. Les années 90 est une période de révolution en matière d'effets spéciaux. La science-fiction et le fantastique connaissent des heures de gloire, avec des films qui utilisent à outrance l'arrivée de l'ordinateur sur les plateaux de tournage. Déjà fort de son expérience avec Retour vers le futur, Zemeckis est un passionné de technologie. Et pour réaliser La mort vous va si bien, il décide de se faire accompagner par l'Industrial Light and Magic, un studio numérique américain d'effets visuels cinématographiques et d'animation par ordinateur fondé par l'une des plus grandes figures de la science-fiction, George Lucas. Et ensemble, ils vont créer pour les besoins du film la toute première texture de peau générée par ordinateur.
Une technique délicate développée pour rendre crédible la scène où Meryl Streep remet sa tête en place après s'être faite malmener par son ami Goldie avec une pelle. Tu sais ce que c'est que faire mal? Bobby O'Brien, Scott Hunter, Ernest Menville, ça fait mal. Je les ai tous aimés, ils m'ont tous aimé. Je ne te parlerai plus tant que tu n'auras pas la tête sur les épaules. Mais ce n'est pas le seul effet d'envergure à avoir été développé sur le plateau. Et si Zemeckis prend un plaisir enfantin à jouer avec les effets spéciaux, le tournage est lui beaucoup moins marrant pour les acteurs. Et en particulier pour Meryl Streep. Elle confiera d'ailleurs plus tard « J'adore comment cela rend, mais ce n'était pas amusant de jouer comme ça », affirmant même qu'elle ne veut plus jouer des productions utilisant beaucoup d'effets spéciaux. Car si maintenant c'est courant de voir des acteurs jouer seuls face à un fond vert comme pour les superproductions Marvel, à l'époque, les acteurs ne sont pas du tout habitués à devoir donner la réplique dans le vide, et encore moins à retourner inlassablement des scènes, car ils se trouvent à 5 cm de l'endroit où ils devraient se placer. Car pour la scène où Madeline tombe dans les escaliers et se retrouve à se déplacer avec la tête totalement retournée, Meryl Streep a dû d'abord jouer la scène plusieurs fois avec une cagoule bleue en se déplaçant en marche arrière sur le plateau, avant de retourner la scène une seconde fois sur fond bleu en regardant un écran pour s'assurer que sa tête était bien placée sur son corps de la première prise. Et si elle était un peu décalée, il fallait recommencer. Même si Goldie Hawn a connu son lot de scènes compliquées, notamment celle du trou dans le ventre, ou encore après s'être fait malencontreusement entailler le visage par sa collègue lors du duel de pelle, c'est bien sur Strip que les innovations et fantaisies technologiques sont le plus testées. Des animatroniques à son effigie sont développés pour être utilisés comme doublure, mais elle est aussi affublée de différentes prothèses pendant le tournage pour rendre ses blessures crédibles. Ou encore faire gonfler ses fesses et sa poitrine grâce à des sous-vêtements pneumatiques après avoir bu la potion. Mais même si l'expérience est difficile pour les acteurs, cette technologie participera plus tard à l'avancée d'Hollywood en matière d'effets spéciaux, puisque certains effets utilisés durant la production seront réutilisés pour le tournage d'un autre film iconique, Jurassic Park. Un autre film qui prouve que les années 90 marquent le basculement d'Hollywood vers l'ère du numérique. Car les effets sont certes dépassés aujourd'hui, mais n'oublions pas qu'à l'époque, certains plans sont révolutionnaires, et que grâce au travail acharné des équipes, le film gagnera l'Oscar des meilleurs effets visuels. Zemeckis montre à travers La mort vous va si bien qu'il peut défier la mort grâce à la technologie. Là où il a voulu montrer son ambition dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, en développant un film qui mêle animation et prise de vue réelle, c'est dans sa dernière production en date qu'il prouve véritablement ses talents en repoussant les limites techniques. Car pour raconter des personnages qui refusent de mourir, Zemeckis doit inventer une nouvelle manière de filmer les corps. Comme une façon de faire revivre un cinéma hollywoodien à l'agonie, en lui insufflant une seconde jeunesse grâce à la technologie. Mais La mort vous va si bien n'est pas qu'une vitrine des nouveautés du 7e art. C'est aussi un film qui a été mûrement pensé comme une éloge à la pop culture. Et ça, jusqu'au tout dernier moment. La mort vous va si bien à cette esthétique propre aux années 90 qui donne un goût savoureusement daté à l'image. Mais même si elle semble un peu vieillie maintenant, déjà à l'époque, elle était pensée pour être une ode à la culture et aux arts. Et si on prête attention aux détails, on peut découvrir plusieurs symboles qui raviront les plus passionnés. Le film est avant tout un mélange tantôt subtil, tantôt flagrant, de l'histoire d'Hollywood et de l'art. Ce n'est pas un hasard si Madeline et Helen sont toutes deux des artistes. L'une plonge le spectateur dans le flamboyant monde de Broadway et du soap opera, l'autre dans les mondanités des salons littéraires. Les deux évoluant dans ce qui pourrait être une éloge au roman noir. Le château de Lisle, développé comme un château de Frankenstein ultra moderne, regorge de symboles. Le plus flagrant étant la grande verrière dans la salle de piscine, représentant la création d'Adam de Michel-Ange. Même si ça n'a jamais été confirmé, on peut se demander si ce n'est pas un clin d'œil au fait que l'homme tente de prendre la place de Dieu, en repoussant les lois de la nature. Tout comme l'a fait Victor Frankenstein dans le roman. Des figures emblématiques des arts à travers les décennies sont d'ailleurs présents à la fête organisée dans la demeure. Parmi les invités, on peut compter notamment Marilyn Monroe, James Dean, Jim Morrison, Andy Warhol ou encore Elvis Presley, tous disparus plus ou moins prématurément, laissant penser qu'ils auraient chacun pris l'élixir et disparu de la civilisation pour ne pas éveiller les soupçons. Et c'est ce qui participe d'ailleurs au ton humoristique du film, puisque la mort de chacune de ces figures a donné lieu à des théories du complot à un moment donné. Ce film, c'est une œuvre qui a été pensée dans les moindres détails, et malheureusement, on ne saura jamais vraiment jusqu'où les détails ont été pensés, puisque beaucoup de scènes ont été coupées au montage par Zemeckis. Comme pour toute bonne comédie, il a estimé que le film ne pouvait pas être trop lent et s'embarrasser de scènes trop contemplatives. D'ailleurs, une projection test a lieu quelques jours à peine avant la sortie en salle. Et là, Universal a soudainement réalisé que son conte grotesque était devenu beaucoup plus noir que prévu, car la fin prévue n'a pas du tout plu au public.
La dernière scène prévue avait originellement été tournée en Suisse, sur le balcon d'un hôtel où Madeleine et Hélène boivent leur café ensemble, toujours aussi belles, mais lassées de tout plaisir. Hélène voit un couple âgé en contrebas s'asseoir. L'homme pose sa main sur la main de sa compagne, et le spectateur se rend compte qu'il s'agit de Ernest, car sa main, contrairement à son corps, est restée jeune. Une femme bien plus simple, mais également bien plus chargée de sens que celle qu'on connaît aujourd'hui. Et les équipes ont pensé qu'ils avaient certainement poussé la réflexion trop loin. C'est ainsi qu'une fin alternative a été tournée une semaine à peine avant la première, nous offrant la scène iconique où Madeleine et Hélène se retrouvent démembrées en bas des escaliers aux funérailles d'Ernest. Une fin plus comique, mais certainement tout aussi porteuse de sens. Malheureusement, les cinéphiles n'ont jamais pu revoir la fin originale après cette projection test. Et la rumeur veut que les pellicules contenant les images aient été brûlées durant l'un des incendies ayant touché les studios. Mais si vous voulez mon avis, on ne fait pas disparaître un film sur la vie éternelle comme ça. Comme pour Madeleine et Hélène, elles ont dû disparaître de la scène pour vivre une autre vie, à l'abri des regards. Bla 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 bla. À sa sortie, le film est un succès commercial relatif, et les critiques sont mitigées. Ce film, à première vue, est un moment sympathique, mais sans grand intérêt. Et ça, malheureusement, c'était presque prévisible. L'œuvre se place dans la filmographie de Zemeckis entre deux films qui ont un impact insensé sur la pop culture, Retour vers le futur et Forrest Gump. Entre ces deux monstres du cinéma, une comédie noire qui se concentre sur deux rivales en quête de jeunesse éternelle passe quasi inaperçue. Et si l'on prend de la hauteur, le box-office pendant ces années-là était saturé de blockbusters. Basic Instinct, Bodyguard, La Belle et la Bête. Le film se perd entre les grands noms et dans les esprits. Mais parfois, le succès arrive quand et surtout d'où on ne l'attend pas. C'est avec les années que les deux femmes vont atteindre un statut culte dans la communauté queer. Le temps s'est montré clément, et il semble que l'esthétique et le message du film aient retenti dans le cœur du public gay. Le film est très souvent projeté dans les bars durant le mois des fiertés. Et 30 ans après avoir tiré leur révérence, Madeleine et Hélène montent sur scène pendant les shows de drag queen. Tantôt antagonistes, tantôt victimes d'une société qui les a condamnées à jouer à un jeu truqué, elles représentent la femme dans toute sa splendeur, dans sa force et dans sa détermination. Et tout ça en talons hauts. Ce n'est pas seulement un film aimé par le public queer parce qu'il est drôle ou excessif, c'est un film profondément camp, comme la culture LGBT. Tout y est performance, transformation, artifice, maquillage, rivalité, pose, douleur et survie. Au final, qu'il nous fasse réfléchir ou nous fasse passer un bon moment, ou encore qu'il nous laisse dans la plus grande des incompréhensions, La mort vous va si bien ne laisse pas indifférent. Madeleine et Hélène voulaient défier le temps. Elles y sont parvenues, mais au prix de leur humanité. Le film, lui, il a fait l'inverse. Il a vieilli, ses effets sont parfois datés et son esthétique sent les années 90, mais c'est justement ce qui le rend vivant, parce qu'au fond, La mort vous va si bien ne parle pas seulement de beauté éternelle. Il parle de notre incapacité à accepter que tout passe, le corps, la jeunesse, et même les monstres sacrés d'Hollywood. Merci à tous pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié l'analyse de ce film trop peu souvent cité. J'ai décidé de varier un peu les plaisirs et de m'éloigner de Disney par moments. Dites-moi ce que vous pensez de La mort vous va si bien. Avec le bruit que fait Le diable s'habille en Prada actuellement, j'avais envie de remettre ce classique de la carrière de Meryl Streep en avant. Dites-moi également ce que vous aimeriez que l'on traite ensemble, que ce soit un film ou de la pop culture en général. En attendant, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à commenter et booster et pourquoi pas vous abonner, c'est important et c'est gratuit. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et d'ailleurs, vous n'avez pas répondu à ma question. Voudriez-vous vivre pour toujours, quel qu'en soit le prix? Ciao! Tu te rappelles où tu as garé la voiture?